Normalement, il y a une petite lumière rouge qui doit clignoter ici. Oui. Ah ben, ça veut dire que ça tourne. Ok. D'abord, oui. Alors, donc on travaille dans l'espace public et c'est à peu près, c'est ce qu'on sait faire en fait. Voilà, c'est vraiment devenu pour nous presque une compétence en fait. En tout cas, aujourd'hui, j'envisage pas du tout de travailler autrement. Je ne sais pas si je saurais retourner sur un plateau de théâtre en fait. Alors, au départ, il y a effectivement ce que tu dis sur le rapport à l'accessibilité. Tout simplement, effectivement, quand on travaille dans la rue, on est peut-être un peu plus accessible et on vit une époque un petit peu compliquée et donc on peut parler d'argent et donc la gratuité déjà dans un premier temps qui peut nous rendre plus accessibles. C'est pas voilà, donné à tout le monde d'avoir les moyens d'acheter un billet, même s'il y a énormément de théâtres qui font plein de progrès pour que ce soit accessible, y compris financièrement, mais euh, l'accessibilité bon, financière, l'accessibilité, on va dire, physique, c'est-à-dire ça se passe là tout de suite et c'est peut-être moins compliqué que de faire la démarche d'entrer dans un espace. Voilà. Bon, ça c'est une des premières raisons. La deuxième raison artistique, on va dire, c'est qu'on joue vraiment avec un espace qui devient un acteur à part entière en fait de la création qu'on choisit. C'est-à-dire qu'on voilà, c'est pas n'importe quel espace public. Quand on a besoin d'une rue, c'est pas n'importe quelle rue. On a des contraintes techniques, mais on a des contraintes esthétiques. Donc on a besoin d'un espace qui nous permet de raconter notre histoire et qui sont parfois très différents. Du coup, le décor n'est jamais le même et ça c'est hyper excitant aussi parce que voilà, le spectacle est changeant en fonction de, voilà, de cet acteur-là qui prend beaucoup de place. Il y a aussi l'intérêt de faire redécouvrir un espace qu'on croit connu et qu'on emprunte à un moment donné d'un acte artistique fort qui fait que cet endroit sera plus jamais le même, sera celui qui a vécu ça. Donc ça c'est aussi voilà, quelque chose qui nous intéresse. Il y a une proximité avec le public qui est quand même tout à fait différente parce qu'en fait on subit ou on apprécie les mêmes conditions. S'il fait chaud, on a tous chaud. S'il fait gris, on a tous gris. Voilà, donc il y a une proximité, il n'y a pas de scène. Mhm. Vous parliez tout à l'heure du mot plateau, moi je l'emploie, hein, même si on est dans la rue. Il y a un endroit qu'on définit comme étant notre plateau quand même. Mais du coup, il n'y a pas cette distance Ouais. géographique en fait avec le spectateur. Nous, on a des dispositifs scéniques qui mettent régulièrement le spectateur au cœur du dispositif scénographique en fait. Il n'y a pas la distance que créent aussi parfois les lumières, les éclairages, le son. Donc c'est aussi un travail désartificialisé pour moi. Euh, voilà, et après, il y a encore deux choses. Il y a peut-être des choses qui me restent aussi du zeste du côté de l'improvisation qui crée un espèce de vertige systématique. Parce que même si on essaye de cadrer l'espace dans lequel on va jouer, on est toujours à l'affût d'un imprévu, donc de quelqu'un qui passe, d'un hélicoptère, d'un oiseau, d'une goutte de pluie, etc. Du coup, ça met quand même les interprètes dans une espèce de tension qui m'intéresse dans le rapport au jeu d'acteur, tout simplement. Et je crois qu'il nous intéresse tous. Je crois que tous les gens qui jouent dans l'espace public jouent Mm. pour ce risque-là aussi, qui est hyper excitant en fin de compte. Rien n'est jamais acquis. Et puis pour terminer, et là c'est vraiment sur la thématique sur lesquelles je travaille, c'est que nous on raconte des histoires qui sont souvent, enfin qui sont dramatiques, et que la plupart de ces drames ont eu lieu dans l'espace public en réalité. Donc soit physiquement dans l'espace public quand il s'agit d'un génocide où réellement les gens ont été assassinés devant leurs portes et dans les rues et on connaît toutes les images terribles que nous balancent les informations quotidiennement là-dessus. D'ailleurs, ils disent, et c'est quelque chose que je ne comprends pas, que j'ai encore entendu ce matin, le théâtre des atrocités, le théâtre de la guerre, c'est un terme Mm. journalistique qui m'interpelle vraiment. Je vais essayer d'en faire quelque chose de ça. Et, euh, et de toute façon, quand c'est pas directement physiquement dans l'espace public, c'est de toute façon l'espace public symbolique qui est celui de notre société et de qu'est-ce qui appartient à notre parole publique, nous citoyens. Et donc voilà, symboliquement, il y a ça aussi de pouvoir aller dans cet endroit qui est le nôtre, quoi, qui est cet endroit de partage et d'échange de la parole pour, voilà, pour raconter les histoires qu'on a envie de raconter. Le précédent spectacle, donc Agati Hachu, était composé donc en trois parties distinctes, trois épisodes qu'il était convenu de voir les uns après les autres pour comprendre voilà, l'histoire, et qu'on avait situé sur juste avant le génocide, pendant et après sur le travail Mémoire et Justice
réparation, si tant est qu'elle soit possible. Donc, on était vraiment sur quelque chose d'un travail mémoriel, en fait, d'essayer de raconter ce qu'il s'était passé en 1994, et même avant, au Rwanda. Et du coup, évidemment, on a fait de nombreux allers-retours entre la France et le Rwanda. Et dans ces allers-retours, on a fait plein de rencontres sur place. Premier objectif a été de se donner les moyens financiers, mais aussi professionnels, humains, d'aller jouer cette pièce au Rwanda, ce qu'on a fait au mois de novembre dernier. On est parti avec toute l'équipe pendant un mois, ce qui était voilà, une aventure très costaud, on va dire, à la fois pour l'équipe, mais dans la rencontre avec le public, aller jouer sur les collines en étant dit blanc, une histoire que les gens avaient réellement vécue dans leur propre chair. On a essayé de faire les choses sérieusement, donc on a travaillé sur place avec les acteurs locaux qui sont habitués à pas accueillir des artistes, mais à travailler avec les rescapés. Donc l'association Ibuka et leurs psychologues, et on a mené des groupes de parole avec le public à l'issue des représentations. On est revenu dans tous les endroits 8 jours après, pour de nouveau rencontrer les gens et savoir des choses très simples, c'est-à-dire, je pense à la phrase de pardon, comment ça va avec la douleur, mais voilà, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant 8 jours? Est-ce que vous avez pu dormir? Voilà, et dans toutes ces rencontres-là, il y a des artistes au Rwanda, dont une très belle dame qui s'appelle Carole Karemera, avec qui donc je travaille depuis maintenant plusieurs années dans cet échange. Et un de nos désirs est d'avoir une co-création franco-rwandaise. Donc voilà, c'est parti de là. Et c'est aussi parti d'un constat purement démographique, c'est que les 2 tiers de la population au Rwanda aujourd'hui ont moins de 30 ans. Donc ils sont jeunes. Le génocide a eu lieu il y a 22 ans. Donc ils étaient soit tout juste venus au monde, soit pas encore nés. Et pourtant, ils sont porteurs de cette histoire qu'il va falloir porter encore un certain temps puisqu'elle n'est pas reconnue et que voilà, il y a encore besoin de soigner cette mémoire-là. Et en même temps, c'est des jeunes vivants qui ont aussi d'autres préoccupations. Et donc l'idée, c'était d'interroger quand même l'inscription de cette mémoire dans le présent, d'où le ici et maintenant, et de dire, voilà, on en est où 22 ans après? Comment cette mémoire, elle existe? Et comment on peut la dire, et du coup avec un outil artistique dans l'idée de pouvoir un peu lui tordre le cou à cette mémoire aussi et d'essayer de la faire jaillir autrement qu'à travers ce que je respecte par ailleurs, chers compatriotes rwandais, complètement, l'aspect très commémoratif et très politique et social que le Rwanda met en place chaque année au moment des commémorations.